Alliance Assurance, partenaire de l'invité du direct. Alliance Assurance, avançons en toute confiance. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Amis auditeurs, bonjour. L'invité du direct se retrouve ce mercredi matin avec monsieur Younes Grar, expert en TIC, ancien conseiller au ministère des PET. Monsieur Younes Grar, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Merci pour l'invitation. Alors, Hassan Hadouche va nous accompagner comme dans tous les numéros de l'invité du direct. Bonjour Hassan. Bonjour. Bien emmitouflé, bien paré contre le froid. Oui, c'est nécessaire. C'est pas tous les jours comme ça. Oui. Il fait bon dans le studio de Radio M ce matin. Monsieur Younes Grar, il y a un moment que nous n'avons pas parlé à Radio M du secteur des TIC. C'est un secteur qui se portait très bien il y a quelques années. Il y avait même les plus belles entreprises, les plus beaux fleurons de l'industrie du service qui tiraient l'activité en Algérie. On pense notamment à Djizy et à Ooredoo, mais aussi à Mobilis, évidemment. Aujourd'hui, les choses paraissent un peu plus confuses. On a une moins bonne lisibilité de ce qui se passe dans ce secteur. Est-ce que vous diriez que le déploiement de la 4G, vous étiez très enthousiaste pour le déploiement de la 3G qui s'était fait en retard, est-ce que vous diriez que c'est une opération mitigée, au résultat mitigé, même s'il est encore un peu tôt peut-être pour tirer des conclusions? Si on parle des opérateurs mobiles, on doit parler du secteur des TIC en général. Donc le secteur des TIC, c'est pas seulement l'infrastructure, c'est pas seulement l'accès, mais c'est beaucoup plus le contenu, les services en ligne, les services électroniques qui ont introduit un nouveau modèle de vie pour ces entreprises qui activent dans le domaine des TIC. Ce n'est pas un secret qu'à travers le monde, les meilleures entreprises, c'est les entreprises qui ont investi dans le domaine du contenu. Facebook, Google, etc. Et même les opérateurs télécoms se sont adaptés. Et donc, ce n'est plus des opérateurs télécoms, mais c'est des opérateurs de services. Oui. Donc, et là, dans ce nouveau business model, les opérateurs se retrouvent à travers le monde. Malheureusement, en Algérie, il manque cet aspect de contenu pour différentes raisons. Entre autres, manque de visibilité, paiement électronique, etc. Donc, c'est un modèle qui ne fonctionne pas très très bien. Donc, les opérateurs se rabattent sur les anciens modèles. Donc, leur chiffre d'affaires, c'est la voix. Donc vous dites c'est l'accès Internet. Vous dites aujourd'hui encore, les opérateurs téléphoniques en Algérie font l'essentiel de leur chiffre d'affaires dans le transport de la voix. Ah oui, bien sûr, le transport de la voix et l'accès Internet aussi. Mais pas dans le contenu. Pas dans le contenu. Alors la 3G, vous étiez un partisan donc du déploiement rapide de la 3G. Vous avez même pris le pari face à Madame Derdouri, qui était ministre des Télécoms à l'époque et qui était extrêmement sceptique sur ce déploiement. Vous avez dit que ça marcherait. Vous avez même pris l'engagement d'un chiffre au bout de 6 mois qui s'était avéré juste. Un chiffre d'abonnés. Hein. Mais vous dites aujourd'hui que les opérateurs n'ont pas peut-être optimisé ce modèle parce qu'ils ont continué à vendre un peu la même chose qu'avant. Parce qu'il n'y a pas de fournisseurs de contenu. Il n'y a pas beaucoup de producteurs de contenu. Et il n'y a pas un modèle. C'est pour cela que, par exemple, si à travers le monde, la publicité en ligne est un marché très porteur, en Algérie, pas encore. Les gens continuent bien, les entreprises continuent à faire leurs annonces à travers la télévision, à travers les journaux. Une proportion minime qui fait confiance aux sites en ligne, aux applications mobiles. Alors, moi, je voudrais peut-être, nuancer peut-être le point de vue que vous exprimez. Moi, j'ai lu récemment, cette année, par exemple, un classement de l'Algérie par l'UIT, c'est l'organisme de référence, qui quand même s'est amélioré considérablement depuis un an ou deux. Donc, c'est imputable à l'introduction de la 3G, mais il y a une progression très importante du classement international de l'Algérie. C'est vrai que ces rapports, normalement, les responsables doivent les lire et doivent les interpréter. C'est des classements plus ou moins fiables. Donc, là, c'est l'UIT quand même. Bien sûr, c'est l'Union internationale télécom et l'Algérie est membre actif normalement. Donc, c'est des chiffres. Malheureusement, lorsque les chiffres ne sont pas bons,
nos responsables les remettent en cause. Et lorsque l'Algérie a progressé de 9 places, ça a été médiatisé, etc. Mais pour expliquer ça, c'est que il y a beaucoup d'indicateurs au niveau de ce rapport de l'UIT ou bien les autres rapports. Donc, entre autres, par exemple, pour mesurer l'avancement des pays, leur appropriation des TIC, ou bien ce qu'on appelle mesurer la société de l'information, il y a plusieurs indicateurs, entre autres le nombre d'abonnés. Et on se souvient, pour les abonnés 3G, l'ARPT a demandé, a interdit aux opérateurs de diffuser les chiffres des abonnés parce que il y avait un défi qu'on s'est lancé pour dire que parce que l'ARPT et le ministère, lors du lancement de la 3G, disait qu'on ne pouvait pas atteindre les 3 millions d'abonnés en 5 ans. J'avais lancé un défi et je lui ai dit que ces 3 millions, on va les atteindre en moins d'une année. Et puisque les chiffres commençaient à sortir et qui me donnaient raison, donc l'ARPT a ordonné aux opérateurs de ne pas diffuser de chiffres. Donc l'UIT, sur la rubrique abonnés 3G, elle a mis 0, puisqu'il n'y a pas de chiffre officiel. Personne ne pouvait dire voilà ce que j'ai comme nombre d'abonnés. Donc ce silence, en fin de compte, ils étaient obligés de communiquer après la première année pour dire voilà, on a dépassé les 8 millions d'abonnés et en 2 ans, on est à peu près à 20 millions d'abonnés. Donc de 0 à 20 millions d'abonnés, c'est un progrès extraordinaire. Mais ça aurait été plus apprécié s'ils avaient communiqué à temps. Donc on aurait peut-être passé de 2 places, 3 places, etc. Oui, mais pour bien faire comprendre à nos amis auditeurs, parce que Hassan voulait pondérer vos propos, en fait, nous parlons pas complètement de la même chose. On parle des tuyaux ici, on parle de la connectivité, on parle de l'accès à Internet mobile qui s'est amélioré. Bien sûr. Cette amélioration n'a pas entraîné nécessairement une consolidation du modèle d'affaires des opérateurs parce que, vous venez de dire, ils continuent à fonctionner à l'ancienne. Ils vendent de l'accès à Internet et ils vendent du transport de voix. Et voilà. Alors moi, ma question, c'est à qui la faute? Pourquoi il n'y a pas plus de services online en Algérie? Est-ce que quand même on est un peu complaisant on n'est pas un peu complaisant avec les opérateurs téléphoniques qui n'ont pas fait l'effort? Quand on va sur leur store, on ne trouve pas beaucoup d'applications qui sont liées à l'abonnement chez eux. Parce que pour les TIC, à la différence des autres secteurs, c'est des technologies, c'est des services qui touchent à tout. La santé, l'éducation, la formation, etc. Donc, il faut qu'on ait une vision globale et que tout le monde joue le jeu. Si on laisse les opérateurs mobiles, fournisseurs de contenu, chacun fait son business, sans se concerter, sans avoir une vision commune. Donc, on va se retrouver avec des entreprises qui ont beaucoup de difficultés. Et c'est ce qui explique, par exemple, que certaines entreprises qui activaient dans le domaine des TIC n'existent plus. Alors, je vous pose une question. Est-ce que la RPT n'a pas vocation à ajouter dans les cahiers des charges une part de chiffre d'affaires qui doit provenir du service online chez les opérateurs? Maintenant que l'accès Internet mobile est assuré, que le haut débit mobile est assuré, l'arrivée de la 4G, etc., est-ce qu'on ne peut pas envisager cela? C'est-à-dire, la RPT, elle régule. Le business, le commerce, c'est une affaire d'entreprise. Chacun sait faire ses comptes. C'est-à-dire, s'il y a un business dans le domaine du contenu, les opérateurs auraient mis le paquet. Mais malheureusement, l'écosystème n'existe pas. Donc, entre autres, les contenus, c'est ce que produisent les différentes administrations, les différentes entreprises. Si je veux un exemple, si une entreprise veut mettre une application mobile, un site web, qui donne des informations dans tel ou tel secteur, quelles sont les pharmacies de garde pour cette journée? Où est-ce que je peux retrouver un généraliste, un ophtalmologue? Où est-ce que je peux retrouver un restaurant, un hôtel, etc. Donc, c'est des informations qu'on ne peut pas retrouver. Et qu'on n'arrive pas à retrouver pourquoi cet écosystème ne s'est pas développé? Est-ce que c'est parce qu'il manquait le chaînon du paiement électronique? Est-ce que dans le modèle, est-ce que c'est ça qui bien sûr. Parce que les développeurs n'arrivaient pas à monétiser leurs idées. Le paiement électronique n'existe pas.
le cadre juridique n'existe pas. Les gens ont peur de s'aventurer dans ce genre d'opération. Et la stratégie globale, la vision globale n'existe pas. Il faut qu'il y ait une stratégie pour que tous les secteurs aillent dans le même sens. Alors, sinon, si chacun fait ce qu'il veut... Monsieur Grard, on va parler de la stratégie dans un deuxième temps parce qu'on a quand même le privilège de vous avoir avec nous. Vous êtes un des concepteurs de l'ancienne stratégie de 2008-2009 pour 2013. Est-ce que donc ce développement des contenus, vous pensez que la première impulsion, c'est quand même les pouvoirs publics, hein? Ah oui, bien sûr, c'est normal. C'est eux qui tranquillisent les opérateurs. Un opérateur ne peut pas investir dans un secteur où il n'y a pas, par exemple, de cadre juridique, il n'y a pas de procédure claire, etc. Est-ce que le fait que l'Algérie produise aussi peu de contenus digitaux, est-ce que ça nous fait pas consommer plus, importer plus de bandes passantes? Finalement, c'est un coût à l'importation. Bien sûr, parce que je vois que ça intéresse un peu plus Hassan s'il n'y a Haddouche. pas de contenu local, donc on va consommer du contenu étranger. Importé. Donc on va importer du contenu. Si je prends le cas de l'éducation, et là on voit ce que c'est pas l'affaire de l'opérateur mobile ou bien du fournisseur d'accès Internet, mais c'est l'affaire des pouvoirs publics. Si le ministère de l'Éducation nationale n'incite pas les enseignants à produire du contenu, à numériser leur savoir. Chaque enseignant en mathématiques va faire une page Facebook ou bien des vidéos YouTube pour expliquer comment résoudre une équation, etc. On a un contenu, disons entre guillemets, traditionnel qu'on doit numériser. Si on ne fait pas l'effort, oui. Si on ne sensibilise pas les enseignants, si on ne les intéresse pas à produire ce contenu numérique, donc les élèves, où est-ce qu'ils vont, s'ils cherchent une information concernant les maths, physique, il va exploiter les contenus des pays étrangers. On est sur l'éducation, on est au début d'un processus. Il y a, nous citons les applications et les acteurs. Il y a cette application Imdrasa Jay-Z qui a été maintenant implémentée sur les tablettes Condor. Il y a de la publicité en ce moment sur les radios publiques à ce sujet. On va dire c'est un peu le modèle qui pourrait demain, sur d'autres secteurs, la santé, les services publics, la proximité, l'entertainment, les sorties, etc. Mais c'est à condition que ça rentre dans une stratégie globale. C'est pas des initiatives personnelles dispersées qui puissent faire réussir ce genre de business. Il faut qu'il y ait un schéma global et les gens s'insèrent et chacun trouve son compte. Chacun apporte un plus. Et en contrepartie, il a un feedback et il peut vivre de ce modèle. Mais si c'est des initiatives personnelles, on va se retrouver d'ici quelques mois, le producteur de cette application se plaindre parce qu'il n'arrive pas à survivre, il ne trouve pas de retour sur son investissement, absolument. Etc. Absolument. Et c'est pas Jay-Z qui va, ou bien Orido, ou bien Mobilis qui va. Expliquez-nous en quoi cette industrie du contenu peut être favorisée par la 4G. Quel rapport y a-t-il avec l'introduction de la 4G? Alors, pour ces technologies, en tous les cas, c'est mon opinion, c'est qu'on doit suivre l'évolution. Il ne faut pas qu'on court derrière les technologies, sinon dès qu'on accuse un retard, ça devient difficile d'implémenter ces technologies qui apparaissent presque chaque semaine, chaque mois, etc. Donc, il ne faut pas revivre l'aventure, mauvaise aventure de la 3G. Il y a la 4G, on s'adapte. Les opérateurs, ils voient dans leur modèle, est-ce que la 4G peut rapporter de l'argent, est-ce que leurs clients sont intéressés ou non, ils la mettent à leur disposition. Si ça ne marche pas, ils l'annulent, ils vont pour autre chose. Ça marche en ce moment la 4G, parce qu'on n'a pas répondu à cette question-là. En ce moment, ça se déploie bien la 4G? Alors, la 4G, c'est pas pour tout le monde. La 4G, c'est pour les gens qui ont besoin d'un débit plus important par rapport à la 3G. Et à travers ce qui se passe à travers le monde, donc, disons 10 à 20% des abonnés 3G qui peuvent migrer vers la 4G parce qu'ils ont besoin d'un débit pour le téléchargement, pour les vidéos, etc. En Algérie,
c'est pas quelque chose d'exceptionnel. Elle a suivi ce modèle et je vois d'après les premiers chiffres que j'ai eus de certains opérateurs, il y a plus de 1 million d'abonnés 4G actuellement et on approche même les 2 millions d'abonnés, 3 opérateurs confondus. Donc il y a une demande et là les opérateurs savent utiliser leur calculatrice pour voir est-ce qu'il y a un retour sur investissement ou non, est-ce que les offres sont attrayantes pour les abonnés ou non. On laisse ce business. Là, l'État ne doit pas intervenir. C'est l'offre et la demande. Mais elle doit intervenir à travers l'ARPT s'il y a une complicité entre les opérateurs et le client devient victime. Donc il faut il y a ce risque, Monsieur Grard. Vous pensez qu'il y a ce risque, une entente oligopolistique, une entente. On l'a vu même dans la 3G. C'est presque les mêmes offres. Il n'y a pas un effort. Donc l'ARPT doit inciter cet effort de concurrence réelle. Il ne faut pas que parce que l'opérateur 1 a fait une offre 1 gigaoctet pour telle somme. Moi aussi, je fais la même chose, mais avec une marge très, très minime. Et par la suite, le deuxième opérateur fait la même chose sur une autre offre. Et en fin de compte, il se retrouve. Monsieur Grard, ça me permet juste de vous poser une question. Juste, qu'est-ce qui peut casser quand même ce risque d'entente? Est-ce que c'est pas l'arrivée, comme en France, l'arrivée de Free, d'un quatrième opérateur, un outsider qui va bousculer complètement le marché? C'est possible. Normalement, mais en Algérie, il n'y a plus la place pour un quatrième opérateur. On ne sait pas, parce qu'on n'a pas les chiffres. Et on a essayé de fermer le marché des télécoms, parce que le marché des télécoms, il est ouvert à la concurrence. Donc, il n'est dit dans aucun texte que c'est ouvert pour 3 opérateurs. 4, ça peut être 10 opérateurs. Vous ouvrez, celui qui est intéressé, il présente son offre à la RPT ou bien au ministère, au gouvernement algérien. S'il voit que le marché il est porteur et il peut bousculer certaines pratiques de ces opérateurs et qu'il peut s'en sortir, on lui ouvre le marché. Monsieur Grard, est-ce qu'il y a des indicateurs objectifs aujourd'hui qui permettent de dire que les tarifs en Algérie, les tarifs des opérateurs téléphoniques, sont plus élevés que dans les pays voisins, par exemple? Est-ce que c'est clair, c'est manifeste, ça? Ah oui, bien sûr. Il faut faire une petite comparaison avec les pays voisins. Oui. J'ai fait même une comparaison concernant la 3G. La 3G, pour la même offre, la 3G en Tunisie, elle coûte presque 2 fois moins cher que la 3G en Algérie. Ça, c'est clair. Donc, pourquoi donc c'est une vous considérez que c'est une entente entre les opérateurs? Ah oui, c'est pas une question de taille du marché, puisque chez nous apparemment les plus grandes maintenant, il y a plus de clients. Donc c'est ils ont beaucoup de clients. La preuve, 20 millions d'abonnés 3G quand même, c'est un marché extraordinaire. Donc vous affirmez la 3G en Algérie est 2 fois plus chère qu'en Tunisie. Ah oui, pour vous c'est clair. Bon. Sans comparer avec les autres pays européens. Non, d'accord, non, bien sûr, des pays comparables. Et 2 fois plus cher. Et si on la compare par rapport au SMIC, ça devient la différence devient plus frappante. Alors, si on parle de cette idée que vous soutenez, hein, c'est Monsieur Grard qui parle, qu'il y a une marge plus importante que de normal dans un marché ouvert, dont bénéficient les opérateurs. Est-ce que vous ne pensez pas que les pouvoirs publics, au lieu de pousser vers plus de régulation, donc plus de concurrence, pour faire baisser les marges, les pouvoirs publics, dans le contexte de l'austérité aujourd'hui, ont préféré plutôt ponctionner avec cette augmentation des taxes? Juste une remarque. Pour les opérateurs étrangers, lorsqu'on compare les prix de la 3G, les opérateurs mobiles ailleurs, ils ont un modèle beaucoup plus riche que le modèle utilisé en Algérie. Donc, on revient au fait que les opérateurs gagnent leur argent de la marge qu'ils ont sur l'accès Internet, sur la bande passante, etc. Mais ailleurs, ils prennent peut-être une marge très infime. Des fois, ils ne prennent même pas de marge dans l'accès Internet, mais leur marge, leur survie, c'est les contenus qu'ils vendent à travers leur store, à travers la publicité en ligne, etc. Donc, tant que ça n'existe pas, donc ils se rabattent sur la connexion Internet. Et qui paye la facture en fin de compte? C'est le citoyen.
Donc, il faut qu'on pense maintenant sérieusement au contenu. C'est ce que j'avais dit même avec le lancement de la 3G. C'est qu'on passe à l'étape, on règle le problème de connexion, mais la guerre réelle, c'est la guerre des contenus. Mais en attendant, parce que le temps de déployer cette industrie du contenu, ça nous intéresse beaucoup. Nous sommes, ici à Interface Média et Radio M, en quelque sorte des producteurs de contenus digitaux, donc ça nous intéresse. Mais en attendant, est-ce que le risque n'est pas quand même quelque part de répercuter ces augmentations sur les usagers, en dépit de la recommandation du gouvernement de ne pas la répercuter? Déjà, avec cette crise que connaît le pays, donc même les foyers vont faire beaucoup plus de calculs dans ce qu'ils consomment. En énergie, en eau, etc. Donc en télécom, si quelqu'un d'habitude, par exemple, consomme 1000 dinars disons 1000 dinars dans la communication, dans les communications voix et données, maintenant il va faire beaucoup plus de calculs. Donc de 1000 dinars, il va réduire à 800 dinars parce que il doit trouver l'équilibre. Donc et ça va être ressenti par les opérateurs. Monsieur Grard, l'exemple n'est pas très bon. Dans une famille algérienne, c'est 1000 dinars par personne dans la famille. C'est juste un exemple. C'est pas toute la famille, 1000 dinars. Mais bien sûr. Mais disons que par la suite, il va faire un calcul parce que le salaire n'a pas augmenté, les prix de l'énergie, de l'essence, etc. Ça a augmenté. Donc, pour trouver l'équilibre, peut-être qu'il va se rabattre sur les. Monsieur Grard, donc il y a des taxes qui ont été introduites, nouvelles qui ont été introduites par la loi de finances 2017. Vous voulez sur les activités des opérateurs téléphoniques, les produits, les services qu'ils vendent. Il y a une augmentation, vous l'estimez à combien en moyenne cette augmentation, vous? Ça touche plusieurs rubriques, donc la voix, les données, les recharges, etc. Mais ça va être à peu près à 5%, 5 jusqu'à 10% sur certaines offres. Entre 5 et 10% d'augmentation. Donc c'est une augmentation assez importante. Et ces augmentations, elles ne doivent pas, disons, être répercutées au niveau du consommateur. C'est ce que la loi prévoit ou bien? Non, la loi ne prévoit rien du tout. Ouais. La loi, elle définit certaines taxes qui vont augmenter. Tout, ouais. Et en principe, ça provoque une augmentation des tarifs. Normalement. Oui. Mais la ministre, elle a demandé à ce que cette augmentation soit supportée par les opérateurs. Ça veut dire qu'ils doivent réduire leur marge. Donc leur chiffre d'affaires doit être réduit. Est-ce qu'ils peuvent vivre sur ce modèle ou non, avec ce manque de contenu? Donc, les tarifs des télécoms ne sont pas réglementés par la loi. Donc non, les opérateurs sont libres de répercuter ou non, bien qu'ils aient, bien qu'on leur recommande de ne pas. Mais on peut pas les pénaliser, disons. Mais les choses comment se font en Algérie. Donc les opérateurs doit faire un peu de politique et aller dans le même sens que ce que veut le gouvernement pour garder certains privilèges, une certaine survie. Sinon, ça va se répercuter sur leur business. Donc, je sais que les opérateurs actuellement, ils ont pris leur calculette, ils font des calculs pour voir est-ce qu'ils peuvent supporter ces taxes. Est-ce que ça ne peut pas perturber leur business parce que c'est quelque chose de nouveau qui n'a pas été prévu. Ces opérateurs, c'est des opérateurs qui ont des bureaux d'affaires internationaux, qui font des calculs et des prévisions sur 3 ans, 5 ans, etc. Et donc, lorsqu'on leur fait introduire ce paramètre qui n'était pas prévu au début dans leur calcul, ça les perturbe. Donc, ils essaient de trouver alors toujours dans cette problématique, est-ce qu'on a des chiffres récents sur le degré de rentabilité des opérateurs téléphoniques? Est-ce qu'ils gagnent beaucoup d'argent? Est-ce qu'ils gagnent moins qu'avant? Quelles sont les informations qu'on a dans ce domaine? C'est des gens qui communiquent bien, en principe. Ah oui, ils donnent bien sûr. Le chiffre d'affaires, ouais. C'est des chiffres d'affaires assez importants. Hein, donc, ils font les bénéfices en moyenne aussi, de 100 millions de dollars par mois de chiffre d'affaires. Chacun d'entre eux. Chacun d'entre eux, oui. 100 millions de dollars par mois en moyenne. Ouais. C'est ce qu'ils déclarent, hein, en tous les cas dans les chiffres. Et leurs bénéfices annuels? 100 millions de dollars par mois. Par mois. Donc ça fait plus d'1 milliard de dollars par an pour chacun d'entre eux. Oui. Et bien sûr, mais ils font des investissements. Ils ont mais ce qui gêne, c'est que lorsqu'on voit sur les chiffres, ils font des bénéfices. Mais en parallèle, ils sont partis sur la suppression des personnels.
Donc ils ont mis dehors des centaines d'ingénieurs, etc. Enfin, chez Jay-Z, on appelle ça une transition numérique. Ils disent qu'on est en train de passer à un nouveau modèle qui n'est plus basé sur le business voix, mais c'est ça. C'est ce qu'ils disent, c'est ce que vous dites vous. Oui, donc ça veut dire qu'ils ont un problème pour prendre en charge tout. Non, mais vous n'avez pas répondu à mes questions. Est-ce qu'ils sont rentables? Est-ce qu'on a des informations sur leur degré de rentabilité? Est-ce qu'ils gagnent beaucoup d'argent? Beaucoup d'argent, je ne sais pas, mais ils sont rentables. Oui. Une entreprise qui n'est pas rentable, elle ferme. C'est pas une administration, parce que sauf si on est Ooredoo. Ooredoo peut supporter d'ailleurs, Ooredoo a supporté pendant plusieurs années des résultats négatifs. Si on est mobiliste, ça rentre dans leur business model. Oui. Leur business plan. C'est normal. Une entreprise qui démarre, elle démarre avec des investissements. Donc, pendant 2 ans, 3 ans, ils font pas de bénéfices. Mais ils sont sûrs qu'après, ils vont faire des bénéfices. Eux, c'était 5 ans. 5 ans. Donc, ça pose pas de problème. Alors, les perturbations qu'il y a en ce moment, une question un peu d'usager, les perturbations qu'il y a sur le réseau. Il y a de vraies perturbations. Depuis plusieurs mois, il y a le nombre d'appels échoués a explosé. Nous, Interface Média, Maghreb Émergent, Radio M, nous avons l'occasion de recevoir des échos d'auditeurs et de lecteurs. C'est une question qu'on ne peut pas ne pas poser. C'est dû à quoi? Est-ce que c'est un problème juste technique qui est dû au déploiement du réseau 4G? Il y a des problèmes techniques. Parce que c'est une nouvelle plateforme qui a été rajoutée au réseau existant. Donc, il y a des problèmes d'homogénéité, d'adaptation. Mais il y a certains opérateurs qui ont changé même de plateforme. Je peux citer Mobilis. Oui. Mobilis qui avait avisé ses abonnés que la fin de l'année, ils vont migrer vers une autre plateforme. On peut dire ils sont passés de Ericsson à Huawei? Oui, c'est ça. Une plateforme. Ils ont changé d'équipementier. D'équipementier et de plateforme. La plateforme logicielle. Et sincèrement, je l'avais déclaré, c'était pas le bon moment de faire cette migration. En fin de l'année, les gens reçoivent et envoient des SMS de bonne année, etc. Donc il y a une charge. En général, lorsque je veux migrer, ou bien je veux faire une opération de maintenance, je choisis la période où il y a le moins de trafic. Pas le 30 décembre quand même. Et là, ça a perturbé le réseau. Donc, mais les perturbations et la faiblesse du réseau, elle dépasse cette mobilité. C'est vrai chez les trois opérateurs. Et on ne sait pas. À un moment donné, on s'était dit que peut-être il y a un problème d'investissement qui est mal maîtrisé, de difficulté de trésorerie pour maintenir le réseau. On peut tous imaginer. Bien sûr. Le problème, c'est un manque de transparence des opérateurs et une absence de l'ARPT. L'ARPT, elle doit intervenir dans parce qu'il y a une dégradation du service. Bien sûr. Qui doit protéger le consommateur? Est-ce que en tant que consommateur, je vais me bagarrer avec l'opérateur qui est une entreprise très puissante à travers sa présence sur le territoire, sur les médias. Donc, la preuve, on a peu d'écho sur le... Oui, non, c'est incontestable. C'est incontestable. C'est d'ailleurs pour ça que vous êtes là ce matin, Monsieur Grard. Donc, l'ARPT, elle doit intervenir, elle doit interpeller les opérateurs, elle doit engager une enquête de terrain pour s'assurer est-ce qu'il n'y a pas eu une économie sur l'investissement. Oui. C'est-à-dire, au lieu d'installer tel ou tel équipement, ils sont allés sur un équipement moindre pour faire le maximum. Alors, on a eu un avis technique, Hassan, 2 secondes, qui dit qu'en principe, la RPT n'a pas intervenu là-dessus parce que c'est une perte de chiffre d'affaires pour les opérateurs, parce que s'il y a beaucoup d'échecs dans les appels échoués, c'est de la communication qui est perdue ou de la data qui est perdue. Et donc, objectivement, ils n'ont pas intérêt à ce que le réseau soit down. Mais le fait que les opérateurs facturent sur les 30 secondes ou bien la minute, dès que je lance un appel, que je l'entame, ça y est. On me prend sur mon crédit. Mais l'ARPT, elle doit intervenir dans ce sens. C'est-à-dire, elle doit faire son enquête pour s'assurer si c'est l'opérateur qui assume financièrement ces perturbations, l'ARPT doit l'aider, puisque c'est un opérateur quand même. Il y a des millions d'abonnés. Donc, elle doit trouver une formule. Si c'est le consommateur, l'opérateur doit être sanctionné. Parce que c'est possible, les gens
peuvent se dire que c'est l'opérateur qui le fait exprès pour gagner beaucoup plus. Monsieur Grard, on nous a dit que lorsqu'on a lancé la 3G, on nous a dit que ça impliquait les opérateurs, on dit que ça impliquait des investissements très importants. Est-ce que pour la 4G c'est le même cas, ou alors est-ce que c'est des investissements d'une taille plus modeste? Non, c'est pas le même cas. C'est moindre parce que lors du lancement de la 3G, dans le cahier des charges, même si c'était pas dans le cahier des charges, les opérateurs l'ont fait. Les opérateurs, c'est des opérateurs économiques. Disons les trois, c'est des entreprises très développées qui savent faire leurs calculs. Ils ont des conseillers, des experts qui peuvent les orienter. Donc, lors du lancement de la 3G, ils ont mis en place des plateformes qui supportent la 4G. Donc c'est juste ces petites extensions qui devaient être faites. La preuve, vous voyez que même l'ARPT, même nos décideurs se sont gourés une autre fois. Ils se sont dit que pour la 4G, ça va prendre 2 ans, 3 ans, alors qu'il y a des opérateurs qui se sont engagés, qui sont prêts à couvrir tout le territoire en 4G en moins d'1 année. Parce que là où il y a de la 3G, c'est des extensions matérielles et logicielles qui permettent d'assurer la 4G. Donc, il n'y a pas beaucoup Mais ce qu'il faut dire, c'est que ces opérateurs, il faut leur faire confiance. Ils savent faire leurs calculs. Dès qu'ils sentent qu'il y a un danger sur la survie de leur entreprise, ils ont des conseils d'administration, ils ont leur maison mère. Et ils ont même de la communication, puisqu'on se rappelle au moment du lancement de la 3G, quand la RPT a imposé 2 puces distinctes, une pour le transport de voix et l'autre pour la data, il y avait, par exemple, Joseph Jed, l'ex-PDG de Ooredoo, qui était monté au créneau pour dire c'est pas possible. C'est pas possible. Voilà, et donc ils savent défendre leurs intérêts. Ils savent défendre leurs intérêts. On peut leur faire confiance. Mais c'est le consommateur qui trouve pas quelqu'un qui défend son intérêt, malheureusement. Toutes ces perturbations, elles sont supportées par le consommateur. Oui. C'est lui qui paye, en fin de compte, la facture. Et j'ai peur que même ces taxes qui ont été introduites par la loi, puisque les opérateurs ne sont pas obligés de répondre aux souhaits de la ministre. C'est juste un discours. Il n'y a aucune note. Et elle ne peut pas le faire. Elle ne peut pas dire, voilà, la taxe, vous la supportez, vous. Puisque c'est pas clair dans la loi de finances. Donc, c'est possible qu'ils vont augmenter leurs offres, les tarifs, et les gens vont se retrouver obligés, surtout qu'il n'y a pas de concurrence réelle. Vous avez l'air de penser que c'est ce qui va arriver, M. Crash. Oui. C'est toujours le consommateur qui va payer. Oui. C'est le citoyen. Alors, nous allons quand même avancer un peu dans cette passionnante discussion. Est-ce que... nous avons pris du retard. Il y a eu cette stratégie numérique pour l'Algérie en 2013 qui, n'a pas été en réalité mise en route. L'équipe qui l'avait conçue est partie au bout de quelques temps. On pense notamment à l'ancien ministre des Télécoms, M. Hamid Bessaleh. Alors, que faut-il faire maintenant pour... nous sommes toujours dans le rattrapage. Hein, que faut-il faire pour rattraper? Il y a le lancement du paiement électronique. On était très enchantés, très contents de l'entamer. Puis on s'est rendu compte à un moment donné qu'il y a 2 plateformes concurrentielles. Celle de M. Boudiaf, ministre délégué à la réforme numérique, et celle de Mme Feraoun, ministre du PTIC. Est-ce que c'est quelque chose de raisonnable? Tout ce dysfonctionnement nous remet à l'ancien débat. Alors, comment prendre en charge ce secteur des TIC, ce secteur du numérique? Est-ce que on va le faire comme l'a fait le gouvernement en créant un petit ministère avec un budget minime et qui ne maîtrise pas les TIC? Pas les TIC. Il ne maîtrise ni la poste ni les télécoms. Alors les TIC, c'est loin. Donc pour des intérêts presque personnel. Donc, on a transformé le ministère des PTT en ministère de la Poste et TIC. Mais on voit qu'après 15 ans de la création de ce ministère, la Poste n'a pas progressé, les télécoms aussi, les TIC, on est parmi les derniers dans le monde. Et ce que je défends moi personnellement, avec un certain nombre d'acteurs, je suis pas le seul, peut-être moi, je le dis publiquement. Je l'ai dit même lors de la création du MPTIC en 2002. J'ai dit que ce ministère ne pourra rien faire. Un ministère qui n'est pas arrivé à assurer une ligne téléphonique
pour les citoyens et pour les entreprises, comment peut-il, avec les mêmes compétences, prendre en charge tout le secteur des TIC qui touche à tous les domaines. Et on a changé les ministres, on a ramené des informaticiens, des techniciens. Vous dites qu'il y a un caractère politique et transversal à la transition numérique qui doit être prise en charge de manière horizontale. Horizontale. Et là, donc, on défend l'idée depuis des années de mettre en place une structure assez légère de jeunes compétences dans le domaine du numérique qui soit rattachée. Et c'est une condition sine qua non pour la réussite de ce secteur. Il faut qu'elle soit rattachée au Premier ministère ou bien à la présidence pour qu'elle ait cette autorité. Et cette structure doit mettre en place une stratégie. On peut mettre à jour la stratégie e-Algérie 2013. Et cette stratégie, respectant certaines normes, elle doit être dispatchée sur les différents secteurs. Alors, chaque ministère va faire ses TIC, mais ils vont le faire c'est-à-dire tout le monde fonctionne en même temps. C'est pas le cas actuellement. Monsieur Grave, vous l'avez proposé à Madame Ferraoun quand au début de son arrivée au ministère, vous étiez dans un de ses conseillers. Bien sûr. Mais, je l'avais dit dans une interview juste avant d'accepter d'être conseiller. Elle l'a lu, je lui ai dit ouvertement, je le dis publiquement depuis des années à tous les ministres que ce ministère ne sert à rien. Et il ne servira à rien. Vous changez, vous ramenez n'importe quel ministre et il ne pourra rien faire. Parce que structurellement, ce ministère, il est fait beaucoup plus pour bloquer que pour encourager. La preuve, le ministère, il s'ingère même dans la gestion d'Algérie Post, d'Algérie Télécom. On va en dire un mot en fin d'émission parce qu'on ne peut pas ne pas en parler. Alors, ça tombe bien. Est-ce que la loi qui a été adoptée par le Conseil des ministres et qui doit aller donc devant l'Assemblée nationale, la nouvelle loi sur les TIC, qui était déjà initiée du temps de Moussa Ben Hamadi, mais qui avait été bloquée, bloquée par Dardouri. Est-ce que cette loi apporte une partie des solutions? Alors, premièrement, concernant cette loi, on remarque que la manière d'élaborer cette loi, c'est une manière archaïque. Normalement, c'est une loi qui va devenir publique. Elle doit être publiée. Il faut que les gens soient au courant. Il faut qu'elle soit publiée sur le site de l'ARPT, du MPTIC, et que les gens soient au courant. Les acteurs, les opérateurs, ils ont le droit de savoir la loi sur les TIC, qu'est-ce qu'il y a de nouveau. Il y a quand même une fuite sur un aspect de la loi, c'est la fameuse disposition sur le dégroupage pour la boucle locale, qui a provoqué une levée de bouclier au syndicat de PET et Algérie Télécom. Ça vous inspire quelle réflexion? Alors, premièrement, le mot fuite, ça veut dire qu'on est en train toujours de rédiger ces lois dans un bureau fermé, quelque chose de confidentiel, alors que la loi, c'est quelque chose de public. Il faut en parler depuis le début, ouvrir un débat. Qu'est-ce qui empêche le ministère de dire, voilà, je suis en train de travailler sur une nouvelle loi sur les TIC, voilà le projet que je veux lancer, voilà les thèmes, etc. Et elle ouvre le débat avec le syndicat, les opérateurs, les universitaires, les citoyens, chacun donne son avis. Par la suite, elle prend en compte toutes ces remarques. Elle rédige une première mouture en ligne. Les gens peuvent intervenir, etc. Et là, donc, on n'aura pas ce genre de remarques ou bien de position du syndicat. Pour le dégroupage, c'est une opération qui se fait à travers le monde. L'opérateur Algérie Télécom, après 15 ans de son existence, n'arrive pas à répondre aux besoins des Algériens. Il y a des cités complètes, il y a des régions complètes qui sont déconnectées. Donc, il y a des centaines de milliers, si ce n'est des millions de demandes qui sont en instance, qui attendent à ce qu'il y ait les gens qui attendent d'avoir une ligne téléphonique, une connexion ADSL. Il y a un projet de la fibre optique FTTH qui traîne depuis plus de 10 ans, alors que c'est une opération commerciale extraordinaire pour la vie d'Algérie Télécom. Le dégroupage, il va aider Algérie Télécom en tant qu'entreprise économique à s'allier avec des partenaires
fiables qui peuvent l'aider sur un des tronçons du réseau. Et c'est pas un danger pour Algérie Télécom, au contraire. C'est un plus pour Algérie Télécom parce que ça va l'aider à avoir beaucoup plus d'abonnés, à améliorer la qualité de service, etc. Donc, voir ses partenaires comme des concurrents, c'est comme une usine qui produit du yaourt et il voit son réseau de distribution comme concurrent. Celui qui produit, Algérie Télécom, on peut l'avoir comme un producteur d'infrastructures et il a des distributeurs qui peut prendre en charge les différentes étapes de commercialisation. Les distributeurs, ça peut plus être les providers d'il y a 15 ans. Vous en étiez un, Monsieur Grard. Aujourd'hui, le modèle a beaucoup changé. On suppose que la loi est adoptée, que le dégroupage rentre en... Est-ce que c'est quand même pas les autres opérateurs téléphoniques qui vont être les premiers à en bénéficier avant les autres acteurs privés émergents? Pour l'ouverture du secteur des télécoms, le secteur a été ouvert lors de la loi 2003. Donc c'est ouvert. Sur le texte, n'importe quel opérateur peut prétendre à être opérateur téléphonie fixe, à être opérateur ou fournisseur de services Internet. Mais ça n'a pas marché, malgré qu'il y a la loi. Parce qu'il y a des pratiques de monopole d'Algérie Télécom qui obligent ces opérateurs, parce qu'au lieu de les voir comme des partenaires qui peuvent l'aider à réaliser ses objectifs, elle les voit comme des concurrents. Donc l'expérience de l'ACOM, l'expérience des dizaines de fournisseurs de services Internet qui ont été poussés à la faillite peut se reproduire. Dans la loi, on dit qu'Algérie Télécom doit prévoir, ou elle est obligée d'ouvrir son réseau du dernier kilomètre à des opérateurs privés. Ça ne veut pas dire que la bataille est gagnée. C'est-à-dire, par la suite, il y aurait des pratiques, il y aurait des conditions qui vont décourager n'importe quel opérateur à s'associer avec Algérie Télécom. Donc, tant qu'il n'y a pas de volonté. Si la nouvelle loi donne plus de garanties à ces acteurs, ces partenaires futurs de l'opérateur historique. Je pense que c'est beaucoup plus la volonté. Oui. La volonté d'aller vers le fait que Algérie Télécom soit une entreprise. Actuellement, cette transformation, cette transition d'Algérie Télécom, qui était une partie du ministère en 2000, avant l'introduction de la première loi, cette transition n'a pas été réussie. Jusqu'à ce jour, Algérie Télécom, malheureusement, elle fonctionne comme une administration rattachée au ministère. Et la preuve, beaucoup de décisions sont prises par le ministère et pas par Algérie Télécom. C'était pas tout à fait vrai du temps de Mehmel, que nous avons reçu 2 fois ici à l'invité du direct, qui tentait de se conduire comme un président responsable devant un conseil d'administration. Mais on a l'impression que depuis son départ, ça c'est ce caractère que vous décriviez, Monsieur Grard, de tutelle du ministère sur l'entreprise, c'est aggravé puisqu'on a des échos sur les nominations un peu de parents de la ministre, de cadres qui sont partis d'Algérie Télécom. Est-ce que vous connaissez la feuille de route de Algérie Télécom pour les prochains mois et années? C'est un autre problème. Une entreprise, elle doit communiquer. Malheureusement, Algérie Télécom ne sait pas communiquer. Ce qu'on sait actuellement, c'est que Algérie Télécom veut augmenter le nombre d'abonnés ADSL et veut lancer un projet de fibre optique FTTH. Et elle annonce des chiffres, mais on n'a aucun indicateur, aucun suivi. Par exemple, la ministre elle a annoncé, avec le PDG d'Algérie Télécom, qu'ils vont lancer lors du 2017 qu'on aura 1 million d'abonnés FTTH en fibre optique. On est fin janvier, déjà 1 mois est passé. On ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce qu'ils ont contacté des partenaires pour les aider à installer la fibre optique? Est-ce qu'ils ont acheté cette fibre optique? Nous parlons de la fibre optique qui va jusqu'à la maison. Jusqu'à l'abonné. Et qui permet de faire passer de la big data. Du haut débit. Puisqu'ils ont annoncé qu'ils vont offrir du 100 mégabits par seconde. 100 mégabits, oui. On est fin janvier. Il n'y a aucun nouveau. Pour les abonnés ADSL, à ce jour, les gens se plaignent de la qualité de la DSL, du manque de capacité. Absolument. Et de demande en instance. Comment la 4G LTE fixe a permis à un moment donné de répondre au retard du déploiement, par exemple, de MSAN. Oui. Mais finalement, aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'abonnés sur les mêmes BTS et il y a des mécontentements. Bien sûr, parce que Algérie Télécom, c'est un opérateur fixe. Il ne faut pas qu'il rentre en concurrence avec sa filiale Mobilis. Parce que il va être dépassé. Mais est-ce que l'avenir n'est pas quand même
et ça nous permet de finir sur des éléments de stratégie. Partout dans le monde, il y a eu cette fusion entre fixe et mobile, entre data et voix, et il n'y a plus France Télécom et Orange, il y a Orange en France, et un peu partout ailleurs dans le monde. Est-ce que la nouvelle loi ne va pas ouvrir le champ à cette convergence fixe-mobile avec des opérateurs, donc du mobile qui vont pouvoir faire du fixe, et du fixe qui font du mobile, et donc une fusion entre Algérie Télécom et sa filiale Mobilis? C'est un débat, mais il faut que... Vous n'avez pas l'air d'être tout à fait d'accord pour aller dans ce sens. Parce que, dans ce cas, je pense que c'est le mobile qui va prendre la main. Parce qu'Algérie Télécom ne s'est pas développé. Le mobile, c'est une solution de secours au fixe. C'est-à-dire qu'on doit développer un réseau très puissant en fibre optique, dans les domiciles, etc., en FTTH, un réseau puissant avec un accès très rapide, du 100 mégabits, du 1 gigabit. Par la suite, si je me déplace, je sors de la maison de l'entreprise, je me balance sur la 3G, la 4G, la 5G, etc. Mais aller sur la 4G ou la 5G à 100% sans avoir un réseau fixe fiable, c'est un risque assez important. Et dans tous les pays du monde, même s'il y a eu une fusion, on a trouvé que le fixe se portait très très bien, le mobile aussi, et on essaie de trouver une formule ou des offres, des packages entre le fixe et le mobile, et c'est les deux opérateurs, ou bien les différents opérateurs qui trouvent leur compte. Et ces opérateurs, c'est pas des opérateurs fixes seulement, c'est pas des opérateurs mobiles seulement, mais c'est des fournisseurs de contenu, fournisseurs de services pour que le business model réussisse. Monsieur Grar, une dernière question. Vous pensez que l'arrivée de Monsieur Boudiaf dans une fonction d'animation de l'économie numérique, c'est pas quand même un premier pas vers la direction que vous indiquez? J'aurais préféré que ce ministère de l'économie numérique prenne en charge le secteur des TIC et qu'il soit rattaché au Premier ministère. Malheureusement, sa mission a été réduite. Au secteur bancaire. Au secteur bancaire. Et lorsqu'on parle d'économie numérique, en général, à travers le monde, économie numérique, ça veut dire secteur des TIC. Et le chevauchement, il est flagrant actuellement. La preuve, vous l'avez cité auparavant, solution de paiement électronique, on est en face de deux solutions de paiement électronique. Ça veut dire que si je vais sur un site, je dois avoir deux cartes électroniques, soit la carte CIB du paiement électronique du ministère des Finances, ou bien la carte Dhahabia d'Algérie Post. Et si on continue dans ces pratiques, on va se retrouver avec des dizaines de cartes. Comme on s'est retrouvé avec 3 puces, sans opter. Heureusement que la loi, elle est là pour encourager les opérateurs à aller vers la portabilité, le roaming national, etc. Au lieu d'avoir 3 puces, je vais avoir une seule puce, un seul numéro. Donc, et je profite des 3 opérateurs, comme ça se fait à travers le monde. Il manque un arbitre, monsieur Graf? Il manque un arbitre. La RPT, malheureusement, elle joue pas son jeu. Et j'ai eu écho, je suis pas sûr, que la RPT n'a même pas été associée à la rédaction de la loi sur les TIC. Oui. La portabilité, elle n'est pas dans la nouvelle loi sur les TIC? Oui. Elle était dans la loi qui a été retirée, et elle a été reportée maintenant. Donc on rassure Hassan Haddouche, il pourra changer d'opérateur sans changer de numéro. Et garder la longue liste de contacts qu'il a voilà, sans avoir changé de numéro. Monsieur Younes Grrar, merci beaucoup d'avoir été l'invité du direct ce matin. Merci. Merci. Alliance Assurance, partenaire de l'invité du direct. Alliance Assurance, avançant en toute confiance. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb.